Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce premier séminaire Agir. Alors Agir, qu'est-ce que ça veut dire? L'action de la gouvernance initiée par la recherche. Juste deux mots sur ce séminaire que je souhaite lancer, et c'est la première fois qu'on le met en place là aujourd'hui avec un thème qui est important, sur lequel je vais revenir dans un instant. Alors ce séminaire Agir, il a pour vocation de contribuer à nourrir les différents thèmes, différentes actions de notre feuille de route sur les 4 prochaines années à partir de travaux de recherche. Et ça nous semble, en tout cas ça me semble extrêmement important que la recherche puisse venir en appui des réflexions et d'une manière tout à fait large, c'est-à-dire que je voudrais que soient impliqués à ces travaux des chercheurs sur des thématiques aussi importantes que celles dont nous allons traiter aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de l'université, que ce soit les personnels administratifs, les enseignants-chercheurs, les chercheurs des laboratoires, les élus étudiants, et que l'on puisse partager un certain nombre de diagnostics d'abord. Il faut que les diagnostics, les faits soient partagés à partir de méthodes rigoureuses, scientifiques, et puis qu'à partir de là, nous puissions nous nourrir de cela de façon à ce que les acteurs des différents thèmes qui seront traités dans ce séminaire puissent aussi s'en saisir, s'en servir dans leurs préconisations. Alors, ça me semble d'autant plus important que j'ai pu, depuis que je suis élu à la présidence de l'université, c'est-à-dire le 3 décembre dernier, expérimenter un certain nombre de choses. Au moment de la crise sanitaire et du retour des étudiants sur place, sur site, que j'ai souhaité tout à fait ardemment, comme vous le savez, j'ai été aidé par nos collègues du LAMSAD. Le LAMSAD, c'est le laboratoire d'informatique de Dauphine, de recherche opérationnelle, et ils nous ont mis en place un modèle pour fluidifier les flux à la cantine, parce que nous avions peur que la diffusion du virus soit particulièrement forte à ce moment-là. Et ils ont fait un petit modèle, ils ont travaillé ensemble, donc je les remercie infiniment, mais ça c'était une première expérience. Une autre expérience que nous sommes en train de mener, c'est avec un collègue du CEREMA, Michael Olivier-Barton, où on essaie de réfléchir à une régulation sanitaire à la rentrée prochaine, de façon à là aussi anticiper les problèmes qui puissent nous arriver. Cette crise sanitaire, on va vivre avec probablement, même si on espère qu'elle sera derrière nous bientôt, mais tout est possible, et donc il faut s'y préparer, il faut pouvoir anticiper les chocs futurs, et donc c'est le moment de le faire. Donc c'était un peu les expériences pratiques. Et aujourd'hui, j'ai souhaité que nous contribuions à la réflexion et ensuite à la décision, bien sûr, sur une thématique qui est une thématique qui nous tient particulièrement à cœur, qui est celle des inégalités d'accès aux filières sélectives de l'enseignement supérieur et aux grandes écoles. Alors, à Dauphine, nous avons un programme d'égalité des chances que nous souhaiterions amplifier. Merci à toutes les équipes qui travaillent sur ce programme. C'est un programme très important. On est dans les cordées de la réussite avec des lycées de région et de la région parisienne. Et on espère faire encore mieux. On espère, par exemple, utiliser notre campus de Londres pour pouvoir envoyer des étudiants d'égalité des chances et leur faire bénéficier de la chance d'être acculturés à la civilisation, à la culture, aux langues anglaises en étant dans notre campus de Dauphine-Londres, et ça coûte très cher, évidemment, c'est très inégalitaire. Voilà, on a un certain nombre d'objectifs qui sont mariés évidemment à l'excellence, parce que c'est notre marque de fabrique à Dauphine. Nous sélectionnons à l'entrée, tout le monde le sait, ne le cachons pas, mais aussi augmenter la diversité, favoriser la diversité. Et pour moi, la question de la diversité n'est pas seulement une question d'éthique, d'équité, c'est une question aussi d'efficacité économique. Et je ne veux pas rentrer là-dedans, mais il me semble que c'est extrêmement important pour la société française dans son ensemble et pour l'économie française que de bénéficier de toutes ces ressources qui parfois sont inhibées par toute une série de choses. Voilà. Donc ça, c'est ce premier séminaire que je voudrais partager avec vous, égalité des chances, où en est-on, sélection, diversité et égalité d'accès à l'enseignement supérieur, quels enjeux pour les programmes d'égalité des chances en France. Il ne s'agit pas de parler de Dauphine, il s'agit de parler de la problématique des inégalités d'accès à l'enseignement supérieur et aux filières sélectives en général, et ensuite d'en tirer des leçons. Alors,
bien que Dauphine apparaîtra dans la deuxième présentation, puisqu'il y a un cas avec Sciences Po et Paris 1 qui est étudié. Voilà. Donc pour ça, le prochain séminaire aura lieu en septembre prochain et il sera consacré aux problématiques qui est aussi très, très importante à Dauphine, qui sont les problématiques de transition écologique, de changement climatique, mais d'impact sur notre organisation même, en termes de formation à l'université, mais aussi en termes de vie à Dauphine. Voilà. Mais en partant de travaux de chercheurs, là aussi, sur les questions de changement climatique. Voilà. Je vous annoncerai bientôt le programme pour l'année qui vient. Merci donc à tous ceux qui ont accepté de participer à ce premier séminaire. Je vais d'abord donner la parole à Julien Grenet, qui est directeur de recherche au CNRS, professeur associé à l'École d'économie de Paris et qui a contribué à un rapport tout à fait intéressant que vous avez sur le site, que vous pouvez découvrir si vous ne l'avez pas encore fait, qui est vraiment extrêmement riche, je trouve, qui a contribué avec Céline Bonneau, Pauline Charousset et Georgia Thébault, un rapport de janvier 2021 de l'Institut des politiques publiques sur les questions effectivement de démocratisation des grandes écoles depuis le milieu des années 2000. Donc il aura la parole pour 20-25 minutes. Ensuite, je donnerai la parole à nos collègues dauphinoises, Élise Tendré et Pauline Barraud de la jury, qui sont toutes les deux maîtresses de conférences à l'Université Paris-Dauphine et membres de l'IRISO, laboratoire de sociologie et de sciences politiques de notre université, et qui ont aussi travaillé avec Marco Auberti de Sciences Po et une équipe de recherche composée en dehors de Pauline Barraud de la jury et Élise Tendré, bien de Mathieu Rossignol-Brunet et de Yannick Savina. Et ils ont fait un travail tout à fait aussi, que j'ai trouvé super intéressant, sur les problématiques de sélection et de sélectivité sociale et territoriale dans les filières de sciences humaines de l'enseignement supérieur, avec une comparaison Dauphine PSL, Sciences Po et Paris 1. Pour aussi 20-25 minutes. Ensuite, nous avons la grande chance d'avoir aussi Élise Huillery, qui est ma collègue de l'Université Paris-Dauphine, économiste, professeure à Paris-Dauphine et membre du LEDA, le laboratoire d'économie de Dauphine, et qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là également, qui aura la parole pour discuter ces deux présentations. Alors ça va nous occuper pendant une heure, et puis à 13h15, on va basculer vers un petit panel où j'ai réuni un certain nombre d'acteurs directs, enseignants-chercheurs, enseignants et autres d'ailleurs, personnel administratif qui s'occupent de ces questions d'égalité des chances. Et je leur donnerai la parole pour réagir à cette discussion, à ces travaux. Évidemment, vous êtes tout à fait invité, public, à poser vos questions dans la file de conversation, dans le chat, et Florence Gelin, notre DGS, qui a plusieurs cordes à son arc, va nous faire la restitution et je donnerai la parole aux auteurs pour répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Bienvenue et je donne tout de suite la parole à Julien Grenet, que je remercie beaucoup d'être présent parmi nous et de nous faire cette présentation. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bien. D'accord. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Normalement, mes slides vont s'afficher. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité à présenter ce travail qui porte effectivement sur les inégalités d'accès aux grandes écoles. Je vais en dire deux mots. Donc, évidemment, en 20-25 minutes, je ne vais pas couvrir l'ensemble du rapport, mais je vais essayer d'en donner la substantifique moelle. D'abord, pour resituer peut-être un peu le contexte de l'étude, donc il s'agit d'un rapport de l'Institut des politiques publiques intitulé « Quelle démocratisation des grandes écoles depuis le milieu des années 2000 ?» donc que j'ai coécrit avec Cécile Bonneau, Pauline Charousset et Georgia Thébault. Donc qu'on a publié en janvier cette année. Et cette étude, elle s'inscrit dans le cadre d'un appel à projet
joint des services statistiques de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, donc de la DEP et du SIES, qui s'intitulait Filière sélective et mobilité sociale, donc qui avait été lancé il y a un certain nombre d'années, et l'étude que vont présenter Élise et Pauline s'inscrit également dans cet appel à projet. Donc en fait, ça a initié plusieurs études très intéressantes sur cette question des inégalités d'accès, et grâce à la mise à disposition de données en grande partie inédites. Voilà. Donc, l'objectif de l'étude, c'était de déterminer si les différentes initiatives qui ont été mises en place depuis une quinzaine d'années pour diversifier le recrutement des grandes écoles, si elles ont atteint leur objectif, à partir de données solides. Et j'y reviendrai par la suite par rapport aux travaux qui ont pu être menés antérieurement, qui étaient en partie incomplets. Donc l'approche privilégiée, c'est une approche quantitative, statistique, qui s'appuie sur les données de gestion, les données administratives quasi exhaustives, et qui n'ont pas à ce jour été exploitées systématiquement, en particulier les fichiers de gestion des grandes écoles. Et les dimensions, donc les inégalités qu'on étudie, sont abordées selon 3 dimensions dans le rapport, selon l'origine sociale, selon l'origine géographique et selon le genre. Et la période couverte, c'est la période 2006-2016. Alors pourquoi pas au-delà? Bon, à l'époque où on a rédigé le rapport, les données accessibles s'arrêtaient en 2016, puisqu'elles prennent un certain temps à mettre en forme. Donc, mais on a pu vérifier que pour la période plus récente, les choses n'ont pas tellement changé. Donc, la période qu'on étudie depuis le milieu des années 2000, elle est caractérisée par un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées à la suite d'une réflexion importante qui avait été lancée au début des années 2000 par les différents acteurs de l'enseignement supérieur sur l'ouverture sociale des grandes écoles. Face au constat, effectivement, de l'importance des inégalités d'accès à ces filières. Donc en 2005, la conférence des grandes écoles, la conférence des présidents d'université ont signé la charte pour l'égalité des chances dans l'accès aux formations d'excellence, qui se donnait cet objectif à travers un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place depuis. Plusieurs types de dispositifs. En amont de l'accès aux grandes écoles, des programmes de parrainage, d'accompagnement de lycéens scolarisés dans des établissements de l'éducation prioritaire, typiquement. Donc le programme phare dans ce domaine, c'est les cordées de la réussite. Un autre type d'action, ce sont les modifications des modalités de recrutement, typiquement des concours, avec la mise en place de voies d'admission parallèles. Donc l'exemple phare, là encore, étant les conventions éducation prioritaire de Sciences Po, donc un concours séparé. Et puis en aval, une fois que les étudiants sont admis dans les grandes écoles, la mise en place d'aides financières, d'accompagnement, particulièrement pour les étudiants boursiers. Et donc ce débat, il a été relancé récemment à la suite à la fois du rapport remis par la commission Hirsch, intitulé Diversité sociale et territoriale dans l'enseignement supérieur, qui a fait un certain nombre de propositions, notamment la mise en place de bonus accordés aux étudiants boursiers dans les concours d'accès aux grandes écoles. Et puis plus récemment, en février, l'annonce par le président de l'ouverture de nouvelles prépas dites talents et d'une voie d'accès dédiée pour les concours de la fonction publique. Donc un certain nombre d'initiatives qui ont été mises en place. Alors, disons, la principale contribution du rapport, c'est vraiment de s'appuyer sur des données inédites, donc des données de gestion quasi exhaustives qui ont été mises à disposition par les services statistiques de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, donc qui couvrent une décennie, la période 2006-2016, et qui permettent de suivre les trajectoires des élèves depuis leur entrée en 6e jusqu'à leur sortie de l'enseignement supérieur pour la quasi-totalité des élèves scolarisés en France. Et donc, qui permettent de suivre ces trajectoires et donc de mesurer les inégalités d'accès en fonction de plusieurs dimensions qui sont enregistrées dans ces données. Les 3 dimensions retenues étant l'origine sociale, l'origine géographique et les performances scolaires et le genre. Et donc pour cela, donc on a retenu un certain nombre d'indicateurs. Donc pour l'origine sociale, on s'appuie sur le regroupement des catégories socio-professionnelles des parents des élèves, qui sont groupés en 4 grands groupes. Les catégories sociales très favorisées, les catégories sociales favorisées, les catégories sociales moyennes et les catégories défavorisées. Donc les catégories très favorisées étant les cadres, professions intellectuelles supérieures, professions libérales. Les catégories défavorisées étant les ouvriers et les personnes sans activité professionnelle. Cette nomenclature, c'est celle qui est utilisée par le ministère de l'Éducation nationale dans l'ensemble de ses publications.
L'origine géographique, elle est abordée à partir du département où était situé le lycée des élèves en terminale. Donc, on mesure l'origine géographique à partir au lycée et non pas en classe préparatoire, par exemple. Donc, c'est vraiment avant que les élèves intègrent l'enseignement supérieur, où est-ce qu'ils étaient scolarisés. Et puis, les performances scolaires peuvent être mesurées à partir de leurs notes au brevet et au baccalauréat. Alors, une question qu'on nous a souvent posée à la suite du rapport, c'est pourquoi utiliser les catégories socio-professionnelles des parents plutôt que un autre indicateur qui est plutôt celui mis en avant par les grandes écoles ou la conférence des grandes écoles, qui est la proportion de boursiers de l'enseignement supérieur. Alors ça, c'est un point très important et je vais y passer 2 minutes. En fait, le problème de cet indicateur, c'est qu'il n'est pas comparable dans le temps pour une raison simple, c'est qu'il y a eu énormément de modifications du barème des bourses sur critères sociaux depuis le milieu des années 2000, qui ont conduit à une inflation mécanique de la part des boursiers dans l'enseignement supérieur en général et dans les grandes écoles en particulier, sans que cela corresponde à une réalité sociale sous-jacente, si vous voulez. Donc pour illustrer ce phénomène, dans ce graphique, je vous montre l'évolution des plafonds de ressources qui donnent droit aux différents échelons de bourse sur critères sociaux depuis 2005, et où on observe que, en fait, il y a plusieurs réformes importantes, et notamment l'extension de l'échelon zéro de bourse qui ne donne pas droit à une aide financière, mais qui donne droit à une exonération des frais de sécurité sociale et des frais d'inscription en 2008, et qui a conduit à une augmentation considérable du nombre de boursiers. Enfin, des élèves qui n'étaient pas boursiers, des étudiants qui n'étaient pas boursiers sont devenus boursiers de ce simple fait. Par ailleurs, il y a eu la création de l'échelon 6, l'échelon 7, l'échelon 0 bis, des modifications dans les critères, les points de charge, donc, qui ont fait qu'en fait, le statut de boursier, la catégorie boursier ne peut pas être comparée dans le temps, et donc pas en particulier pour mesurer les évolutions de taux d'accès, enfin disons de composition sociale des grandes écoles. Donc j'illustre ce phénomène en montrant ici l'évolution de la proportion de boursiers sur critères sociaux dans les étudiants des grandes écoles, donc les grandes écoles qu'on observe tout au long de la période depuis 2006 jusqu'à 2015 ici. Donc cette part, comme l'indique la conférence des grandes écoles, elle a bien augmenté, elle est passée de 13 à 18% au cours de la période. Sauf que si on raisonne à barème constant, c'est-à-dire les boursiers d'échelon 0 constant, en gardant le barème des bourses du début de la période, en fait, cette évolution, elle n'est pas croissante, elle est plutôt, il y a une stabilité. Et de même, si on se concentre uniquement sur les boursiers qui bénéficient d'une aide financière, c'est-à-dire les boursiers d'échelon 1 ou supérieur, cette part n'a pas varié. Elle est passée de 11,5% en 2006 à 11,3% en 2015. Donc, il n'y a pas tellement d'évolution. Donc cette part des boursiers, au cours du temps, ne contredit pas les principales conclusions du rapport sur lesquelles je vais revenir maintenant. Donc, le premier constat qu'on peut dresser à partir des éléments qu'on a rassemblés dans ce rapport, c'est que les grandes écoles ont une base de recrutement très étroite. Alors, c'était relativement bien connu. On essaie de le documenter de façon exhaustive et surtout, on s'intéresse à des dimensions qui ont été relativement peu étudiées, en particulier la dimension géographique. Donc, les grandes écoles auxquelles on s'intéresse dans ce rapport, ce sont les 234 écoles qui étaient recensées dans les données de l'enseignement supérieur en 2016. Donc, une grande école est définie comme un établissement d'enseignement supérieur qui recrute ses élèves sur concours et assure des formations de haut niveau. C'est la définition officielle. Donc, ces grandes écoles, elles regroupent près d'un quart des étudiants niveau Bac plus 3, Bac plus 5, en tout cas les étudiants couverts par les données de l'enseignement supérieur du ministère. Elles se répartissent de façon très inégale par catégorie. On a à peu près une moitié d'écoles de commerce, une moitié d'écoles d'ingénieurs, et puis ensuite un ensemble d'écoles d'autres natures, qui sont les écoles normales supérieures, les instituts d'études politiques, et puis une catégorie un peu fourre-tout, qui rassemble les autres types d'écoles spécialisées, type école des chartes, etc. Mais donc le gros des grandes écoles, ce sont les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs, à part à peu près équivalentes. Le premier constat, c'est que les grandes écoles ont des niveaux de sélectivité extrêmement hétérogènes. Donc là, ce graphique montre la répartition des mentions au bac des étudiants des grandes écoles en fonction du niveau de sélectivité des grandes écoles. C'est-à-dire, la barre à droite, c'est les 10% des grandes écoles les plus sélectives en fonction des résultats au bac de leurs étudiants. La première barre ici, c'est les écoles les moins sélectives. Et on constate que, certes, la part des élèves ayant une mention très bien est très élevée dans les grandes écoles les plus sélectives, près des 3/4 des étudiants, mais jusqu'à la moitié, une grosse moitié des grandes écoles en France
en fait, ont des niveaux de sélectivité finalement qui ne sont pas si élevés que ça quand on les compare à l'ensemble des étudiants de niveau Bac plus 3, Bac plus 5. Donc, la part des étudiants ayant une mention très bien ne dépasse pas 13%, alors qu'elle est de 14% en moyenne. Donc, en fait, on voit que les grandes écoles, c'est un monde très divers, très hétérogène, et ça tient en particulier au fait qu'il y a beaucoup d'écoles type post-bac, souvent payantes, notamment les écoles de commerce, qui n'ont pas forcément un recrutement aussi sélectif que ça du point de vue des résultats scolaires. Socialement, c'est autre chose, mais du point de vue scolaire, moins. L'autre constat, c'est que les grandes écoles sont très fortement concentrées sur le territoire francilien. Et ça va jouer évidemment un rôle pour les inégalités géographiques d'accès aux grandes écoles. Donc, il y a un tiers des grandes écoles de niveau Bac plus 3, Bac plus 5 sont situées soit à Paris, soit dans les autres départements franciliens. Quand on se concentre sur les 10% des grandes écoles les plus sélectives, c'est les 2 tiers. Donc les 2 tiers des grandes écoles les plus sélectives sont à Paris ou dans les autres départements franciliens. Le recrutement des grandes écoles, il est concentré d'abord du point de vue du type de bac qu'ont obtenu leurs étudiants. Presque les 2 tiers des étudiants des grandes écoles ont obtenu un baccalauréat scientifique, alors que les bacheliers scientifiques, c'est 1/4 de l'ensemble des bacheliers. Dans les grandes écoles les plus sélectives, c'est les 3/4. Et puis à droite, ici, la barre qui indique les grandes écoles parmi les plus renommées, donc le NSU, l'HEC, Polytechnique, on est à presque 80%. Et évidemment, cette part, elle est fortement tirée par les écoles d'ingénieurs, mais également par les ENS et même dans les écoles de commerce, on a finalement une très forte proportion de bacheliers scientifiques. La majorité des étudiants des grandes écoles, donc là, ici, on se concentre toujours sur la fin de la période, donc 2016-2017, la majorité des étudiants des grandes écoles sont issus des filières sélectives, pour presque 80%. Alors, à parts égales entre des étudiants qui sont passés par une classe préparatoire et qui ont passé le concours d'accès, et des étudiants qui ont été recrutés en fait en amont, directement après le baccalauréat pour certaines, donc typiquement comme dans les IEP, où les étudiants sont pour beaucoup recrutés après le bac. La part des étudiants issus de l'université est très faible, elle est de 5%. Et finalement, les étudiants qui ne sont pas issus des grandes écoles post-bac ou qui ne sont pas issus des classes préparatoires viennent pour l'essentiel des autres filières sélectives, donc les STS, les sections de techniciens supérieurs, ou les IUT, notamment dans les écoles d'ingénieurs. Et donc la part des étudiants issus de l'université reste très très faible dans les grandes écoles. Alors j'en viens maintenant aux 3 grandes dimensions qu'on a étudiées, l'origine sociale, l'origine géographique et le genre des étudiants des grandes écoles. Donc du point de vue de l'origine sociale, très clairement, les grandes écoles ont une composition sociale extrêmement favorisée. Donc les étudiants issus de catégories sociales très favorisées, cadres, professions intellectuelles supérieures, professions libérales, représentent les 2 tiers des étudiants des grandes écoles, alors qu'ils représentent à peine 1/4 de l'ensemble des jeunes de la cohorte. À l'inverse, les étudiants d'origine sociale défavorisée, enfants d'ouvriers ou de personnes sans activité professionnelle, ils représentent 9% des étudiants des grandes écoles contre 36% de la cohorte. Et ce gradient social, il est d'autant plus fort que l'école est sélective. Dans les 10% des grandes écoles les plus sélectives, on a presque 80% d'étudiants de CSP++ et 5% d'étudiants de CSP-. Et quand on zoome sur les grandes écoles les plus renommées, Ulm, HEC, Polytechnique, on est à 85% d'élèves de CSP+, et 3% d'élèves défavorisés. Donc 10 fois moins que dans la population. Une surprise du rapport, c'était que finalement, cette composition sociale moyenne des grandes écoles, elle varie assez peu par type de grandes écoles, alors qu'il y a une idée un peu reçue qui est que les écoles d'ingénieurs sont moins socialement sélectives parce que les mathématiques ne sont pas sélectionnent moins sur le capital, on va dire, social, culturel de la famille. C'est pas tellement vrai, en fait, quand on regarde la composition sociale des écoles d'ingénieurs de commerce en général, elles sont relativement proches. Et donc ça, c'était quelque chose qui nous avait un peu surpris. Du point de vue de l'origine géographique, alors ça c'est peut-être l'aspect un peu nouveau, enfin le plus nouveau du rapport, c'est qu'on a pu, grâce à l'appariement de ces données très riches, identifier l'origine géographique, c'est-à-dire où les étudiants des grandes écoles ont passé le bac, où est-ce qu'ils étaient scolarisés en terminale. Et là, on observe une surreprésentation très franche des étudiants parisiens et franciliens dans les grandes écoles. Donc ils représentent dans la population à peu près 19% des étudiants, enfin de la cohorte, d'une cohorte, donc 3% d'élèves de terminale sont parisiens, mais dans les grandes écoles, ils représentent presque un tiers des étudiants, et les parisiens c'est 8%, et dans les grandes écoles les plus sélectives, la surreprésentation est très marquée, donc on a 17% de parisiens alors qu'ils représentent 3% dans la population, on a 1/4 d'autres franciliens contre 16% de la population,
Et dans les les écoles les plus sélectives, l'ENS, HEC, Polytechnique, alors là, on est carrément à la moitié. Donc la moitié des étudiants de ces élèves sont originaires de l'Île-de-France, alors que ces élèves ne représentent que 19% de la population. Et donc on a un quart de Parisiens contre 3% de Parisiens dans la population. Donc là, il y a réellement une distorsion très marquée, dont on verra qu'elle s'explique peu par les résultats scolaires éventuellement meilleurs des Parisiens. Donc là, il y a vraiment un facteur géographique très spécifique, une forme d'inégalité très marquée dans l'accès à ces écoles. J'en viens aux inégalités d'accès selon le genre. Donc ça, c'était davantage connu. Les filles sont sous-représentées dans les grandes écoles. Elles représentent 42% des effectifs des grandes écoles, mais on prend souvent comme point de référence que l'équité, selon le genre, ce serait 50%. Mais c'est pas vrai, parce que les filles ont de meilleurs résultats scolaires, en fait, elles représentent déjà 55% des étudiants de niveau Bac plus 3 à Bac plus 5. Donc le point de référence, c'est plutôt celui-là, 55%. Donc 55% des étudiants de niveau Bac plus 3, Bac plus 5 sont des filles, mais seulement 42% dans les grandes écoles, et encore moins dans les grandes écoles les plus sélectives, c'est 37%. Évidemment, cette sous-représentation des femmes dans les grandes écoles, elle vient essentiellement des écoles d'ingénieurs, où elle représente un quart des effectifs. Dans les écoles de commerce, on est à parité, mais dans les écoles les plus sélectives, ENS notamment, HEC, Polytechnique, eh bien, les femmes sont sous-représentées. Elles représentent un tiers des élèves. Alors maintenant, si on s'intéresse, on peut dire pourquoi ces inégalités, quels sont les facteurs. Alors, il y a plusieurs choses qu'on documente dans le rapport. La première, c'est que ces inégalités d'accès aux grandes écoles, elles se jouent très largement en amont, à l'entrée dans l'enseignement supérieur. On observe en effet, donc elles ne se jouent pas tellement spécifiquement au niveau des concours, mais simplement de l'accès aux classes préparatoires et aux écoles post-bac. Les écarts de taux d'accès à ces formations sont du même ordre de grandeur que les écarts d'accès aux grandes écoles. Donc, pour vous donner quelques chiffres, les élèves, donc on a suivi, pour cela, on a suivi des élèves qui étaient scolarisés en classe de 3e en 2005, tous les élèves de France scolarisés en classe de 3e en 2005, et puis grâce aux appariements entre les différentes données qu'on a, on a mesuré quelle est la part de ces élèves qui ont accédé à une grande école ou à une classe préparatoire. Eh bien, on constate que 17% des élèves de PCS très favorisés qui étaient en 3e en 2005 ont accédé à une classe préparatoire ou une école post-bac après le bac, enfin à terme. Et ce n'était le cas que de 2% des élèves de catégorie sociale défavorisée. Donc un ratio presque de 1 à 10. Parmi les Parisiens, c'est 15% des Parisiens qui ont accédé à une CPG ou une école post-bac, contre 6% des élèves hors Île-de-France. 7,2% des garçons contre 5,8% des filles. Et en fait, ces écarts que je vous montre là, c'est à peu près les mêmes écarts qu'on observe pour l'accès aux grandes écoles, dans les inégalités d'accès aux grandes écoles. Donc une grande partie des choses se jouent sont déjà figées au moment de l'accès aux filières de l'enseignement supérieur. Alors évidemment, la question naturelle qu'on peut poser derrière, c'est oui, mais peut-être que ces inégalités ne font que refléter des écarts de performance scolaire. Il y a plus d'élèves de catégorie favorisée dans les grandes écoles, simplement parce qu'ils sont meilleurs à l'école, ils obtiennent de meilleurs résultats. Alors pour ça, on a fait un exercice de décomposition statistique, donc des décompositions qu'on appelle de Waksakla-Blinder, où on essaie de mesurer la part des écarts, des inégalités sociales d'accès, des inégalités de genre, des inégalités géographiques, et ils s'expliquent par les performances scolaires des élèves qu'on peut mesurer à la fois au brevet et au bac. Et ce qu'on constate, c'est que les performances scolaires expliquent moins de la moitié des inégalités sociales d'accès au CPGE école post-bac, 40%. Ce qui signifie que, en fait, ces inégalités, en fait, à niveau scolaire égal, les élèves ne font pas les mêmes choix d'orientation, ne s'orientent pas de façon égale dans les filières sélectives, et donc une partie importante de l'écart qu'on constate, il n'est pas dû aux performances scolaires. Pour les inégalités géographiques, c'est encore plus le cas. Les écarts de performance scolaire entre les élèves de différents départements, c'est moins de 20% d'inégalités géographiques d'accès. Et puis pour le genre, alors là c'est carrément l'opposé, puisque les filles réussissent mieux à l'école, elles devraient accéder davantage aux grandes écoles en réalité. Donc en fait, d'une certaine manière, les performances scolaires désexpliquent les inégalités selon le genre. Elles devraient être encore plus faibles. On devrait avoir plus de filles dans les grandes écoles que ce qu'on observe. Donc il y a d'autres facteurs sur lesquels je reviendrai à la conclusion, mais évidemment des facteurs de nature socioculturelle et psychologique, des freins, une forme d'autocensure dans l'accès, des inégalités d'accès à l'information sur les filières sélectives, en particulier les grandes écoles, qui apparaissent comme un monde largement opaque, et puis un ensemble de barrières financières, géographiques très importants, et j'y reviendrai dans ma conclusion.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des évolutions observées depuis le milieu des années 2000? Est-ce que finalement, même si le point d'arrivée n'est pas très encourageant du point de vue de la diversité du recrutement des grandes écoles, est-ce que peut-être c'était encore pire avant? Et donc pour ça, on a regardé, en fait, on est remonté jusqu'au milieu des années 2000, c'est-à-dire le début de la période où on a les données. Et bon, le constat est clair, rien n'a bougé. Je vous montre ici l'évolution de la composition sociale des grandes écoles qui était présente tout au long de la période, de 2006 à 2016. C'est totalement plat, il ne se passe absolument rien. Alors évidemment, on a creusé, on a regardé, on a zoomé sur tout un tas de par type d'école, par niveau de sélectivité des écoles. C'est vraiment totalement stable. Pour l'origine géographique, c'est la même chose. Elle n'a pas évolué du tout au cours de la période. Et pour la répartition filles-garçons dans les grandes écoles, pareil, rien n'a bougé. Pour les écoles d'ingénieurs, on était à 27% de filles en 2006, on est à 27% de filles en 2016. On n'observe pas non plus, alors pour cette analyse-là, on ne peut pas remonter aussi loin dans le temps, on a pu remonter juste au début 2010. On n'observe pas non plus d'ouverture des grandes écoles aux étudiants des filières non sélectives. La part des étudiants originaires, notamment de l'université, dans les grandes écoles présentes tout au long de cette période, elle est restée relativement stable, elle a même un peu diminué. Donc la mise en place de voies d'admission parallèles, enfin, peut-être qu'il s'est passé des choses antérieurement, mais en tout cas, au cours de cette période-là, il ne s'est pas passé grand-chose du point de vue de l'élargissement l'augmentation des taux d'accès des étudiants issus de l'université dans ces filières. Alors, pour conclure, je pense que ce rapport met quand même en lumière que les dispositifs d'ouverture qui ont été mis en place n'ont pas atteint leurs objectifs de diversification du recrutement social, de réduction des inégalités géographiques d'accès, de sous-représentation des femmes dans les grandes écoles. Et c'est un échec, je pense, qui met en lumière les limites de l'approche qui a été retenue jusqu'à présent. En fait, quand on regarde ce qui a été fait, on observe un foisonnement d'initiatives un peu dans tous les sens, sans vraiment de coordination nationale, très peu d'évaluation d'impact, disons, scientifiquement robuste. Et je vais prendre pour exemple les cordées de la réussite. Donc les cordées de la réussite, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est un dispositif phare, c'est le programme national vraiment d'égalité des chances dans l'accès aux filières sélectives. Quand on regarde les chiffres, ça concerne très exactement 1,5% des collégiens et lycéens chaque année. Donc chaque année, il y a 1,5% des collégiens et lycéens qui participent à ces actions. Et les évaluations, les rares évaluations existantes, par exemple des programmes Talence de l'ENS ou X-Tremplin de Polytechnique, finalement, on conclut, donc des évaluations randomisées, où on a vraiment essayé de voir s'il y avait un impact causal, conclut à des effets mitigés, c'est-à-dire des effets plutôt positifs pour les élèves les plus motivés, mais des effets qu'on pourrait qualifier de violence symbolique pour d'autres élèves qui, typiquement, confrontés à des étudiants de Polytechnique qui viennent dans leur lycée pour leur expliquer que voilà, réussir sa vie, c'est d'aller à la Polytechnique, mais des étudiants qui ne leur ressemblent pas, et finalement, ces étudiants pour lesquels l'objectif, c'est pas de rentrer à la Polytechnique, ils ne pourront pas y aller compte tenu de leurs résultats, mais ils pourraient accéder à d'autres écoles. Finalement, ça a plutôt un effet de violence symbolique qui fait qu'ils se détournent en fait davantage encore de ces filières. Et donc, au total, l'effet identifié par ces études est proche de zéro. Alors, quel levier, compte tenu de ce constat, pourrait être mobilisé? Donc, du point de vue des freins sociaux, culturels, psychologiques, un certain nombre d'études ont montré que des interventions visant à réduire l'autocensure, l'influence des stéréotypes de genre sur les choix d'orientation peuvent produire des effets. Donc, des études notamment menées par Élise Ullery, qui est présente aujourd'hui, mais une étude aussi qu'on a coordonnée sur l'impact de rôle modèle féminin sur les choix d'études scientifiques des femmes, des filles en terminale S, dans le cadre d'un programme porté par la Fondation L'Oréal qui montre des effets très significatifs sur les choix des filles de s'orienter vers des classes préparatoires scientifiques. Donc ça, c'est un ensemble d'interventions qui me paraissent pertinentes. La question des asymétries d'information très importante en France, où finalement la lisibilité de l'offre de formation, des formations sélectives, elle fait vraiment défaut, notamment dans les lycées où finalement peu d'élèves traditionnellement vont dans les grandes écoles, où beaucoup d'élèves simplement découvrent l'existence de ce monde une fois déjà qu'ils sont entrés dans l'enseignement supérieur. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a des choses à apprendre des expériences menées aux États-Unis en matière de campagne d'outreach, c'est-à-dire des campagnes d'information ciblées sur des élèves à fort potentiel, mais dont
scolarisés dans des environnements scolaires isolés dans leur environnement scolaire, c'est-à-dire typiquement le bon élève de ce lycée où jamais personne n'est allé en classe préparatoire ou en grande école, finalement, en ciblant particulièrement ces élèves par des messages qui leur sont adressés, éventuellement des aides financières ciblées. Donc, un certain nombre d'études menées aux États-Unis montrent que ça peut avoir des effets très forts sur les choix d'orientation à l'entrée dans le supérieur. Donc, des études qui ont été menées plutôt sur l'accès aux grandes universités américaines. Les barrières financières et géographiques, elles sont également importantes, bien que, évidemment, l'enseignement supérieur, il n'y a pas des frais de scolarité très élevés. Ce n'est pas le cas dans beaucoup d'écoles, et notamment ces écoles post-bac, qui pratiquent souvent des frais de scolarité importants, sans de modulation et des frais. Et par ailleurs, il y a d'autres barrières géographiques. Voilà, on voit qu'une grande partie des classes préparatoires des grandes écoles sont en Île-de-France, en tout cas pour les plus sélectives, et donc les aides à la mobilité sont insuffisantes pour permettre aux étudiants de couvrir leurs frais associés aux études. Et pour finir, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur les mécanismes de discrimination positive. Et l'approche qui est aujourd'hui privilégiée semble être celle de bonification accordée au concours pour les étudiants boursiers. Et je pense que cette approche est intéressante, mais elle a une limite, c'est que ça va être difficile d'augmenter la part des élèves d'origine défavorisée dans les grandes écoles quand ils représentent une si faible part des élèves de classe préparatoire. Et d'une certaine manière, ces interventions, elles doivent porter bien plus en amont au moment de l'accès à l'enseignement supérieur. Et de ce point de vue, il y a plusieurs dispositifs qui paraissent relativement prometteurs. Il y a les quotas de boursiers qui ont été mis en place récemment dans Parcoursup, alors qui n'ont pas donné beaucoup d'effets pour l'instant, mais qui, en particulier en raison de la manière dont ils sont fixés, je pense que là, il y a quelque chose qui peut être un instrument puissant qui peut être utilisé. Et pourquoi pas réfléchir à des quotas géographiques pour l'accès aux classes préparatoires, compte tenu d'un certain nombre de biais qui peuvent exister dans le recrutement de ces filières, qui peuvent favoriser l'accès typiquement des Parisiens ou des élèves des grands lycées de Versailles, qui ont une réputation plus établie pour ces filières, et finalement qui conduisent à la fin à avoir 25% de Parisiens à Polytechnique, l'ENS ou HEC, quand elles représentent 3% de la population. Voilà, donc plus généralement, l'idée serait de changer d'échelle en mettant en œuvre des politiques volontaristes plutôt que éparpillées comme elles l'ont été jusqu'à présent, et surtout qu'ils fassent l'objet d'évaluations rigoureuses. Merci beaucoup. Merci beaucoup Julien, c'était très clair. Et je vais maintenant passer la parole à Élise Tendré et Pauline Barou de la jury pour la deuxième présentation. Élise. Bonjour à toutes et à toutes, merci beaucoup pour l'invitation à ce séminaire. On est ravis avec Pauline de vous présenter. Alors je vais partager d'abord mon écran, est-ce que ça marche ? Donc, on est ravis de vous présenter les quelques résultats. Pareil, on ne peut pas vous présenter tous les résultats en 20 minutes, mais quelques résultats d'une étude qu'on a réalisée, comme ça a été rappelé au début, avec une équipe des collègues de Sciences Po, notamment, donc Marco Auberti, Yannick Savina et Mathieu Rossignol-Brunet, qui est doctorant à l'Université de Toulouse. C'est un projet qui a été financé également par l'ADEP et l'USIES, et on s'est intéressé plus spécifiquement dans ce rapport à la conception et à la mise en œuvre de la sélection dans 3 établissements de sciences humaines au sens large, puisque ça inclut la gestion, le droit, voilà. Et ces 3 institutions, pour dévoiler tout de suite, c'est Sciences Po, l'Université Paris-Dauphine et Paris 1. Et on a voulu, dans ces institutions donc, qui pratiquent des sélections différentes, voilà, on ne s'est pas focalisé sur classes préparatoires aux grandes écoles qui sont traditionnellement les filières sélectives, mais on a voulu regarder des institutions avec des pratiques de sélection différentes. Hein. Je rappelle que donc, Sciences Po, jusqu'à récemment, les étudiants ont été admis par un concours. Dauphine, les étudiants sont admis à travers le calcul d'un score qui rentre dans l'algorithme Bolero, score calculé à partir des notes de première et de terminale. Et Paris 1, pour ce qui concerne les licences sélectives, en tout cas, il y a l'examen qualitatif d'un dossier. Donc 3 institutions avec des pratiques de sélection différentes, et on a regardé les effets de ces formes de sélection différentes en étudiant la sélectivité sociale et territoriale comparée de ces établissements.
Et ça nous intéressait aussi de les regarder l'une par rapport à l'autre parce que dans deux institutions, Sciences Po et Dauphine, il y a des programmes d'ouverture sociale qui ont été mis en place dans les années 2000 et on voulait voir un petit peu la conception de ces programmes d'ouverture sociale et les effets sur le recrutement de ces institutions. Alors, on a mobilisé, comme Julien Grenet l'a rappelé, des données ont été mises à notre disposition dans le cadre de l'appel à projet qui avait été formulé par l'ADEP et le SIES. Donc, on a mobilisé également la base CISE qui donne des informations sur les inscrits de l'enseignement supérieur, la base APAE qui donne des informations sur la composition sociale et scolaire des lycées, et la base APB, puisque Parcoursup n'avait pas été encore mis en place. Parcoursup, c'est la rentrée 2018 et on a commencé l'étude en 2017. Donc, on s'est appuyé sur la base APB de 2016 pour repérer les licences sélectives. Et on a également mobilisé des données internes qui étaient très précieuses pour nous parce qu'elles permettaient de repérer non seulement les inscrits, mais aussi les candidats et les admis et de faire ce travail de comparaison que présentera plus précisément Pauline entre candidats, admis et inscrits. Alors, d'abord, peut-être juste pour présenter un petit peu le champ de l'enseignement supérieur francilien en sciences humaines, on a représenté ici, dans le cadre d'une analyse factorielle qui permet, je ne sais pas si c'est très visible, mais ça permet de comparer les institutions franciliennes dans le champ des sciences humaines en fonction de leurs caractéristiques sociales, de l'origine géographique de leurs étudiants, c'est-à-dire le lieu d'implantation du lycée, et du sexe, répartition homme-femme. Et voilà, on a projeté dans cet espace les différents établissements, ce qui permet de repérer trois groupes. Un premier groupe qui est situé à la gauche du graphique, qui sont caractérisés des établissements au recrutement plus populaire, qui recrutent davantage d'élèves issus de lycées qui sont situés dans le reste de l'Île-de-France. On a mis à part l'ouest de l'Île-de-France, que sont les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Et on a en bas à droite du graphique davantage des établissements qui recrutent davantage dans l'ouest de l'Île-de-France et qui sont plus favorisés. Alors, je ne m'attarde pas sur ces deux catégories. Ce qui nous a intéressé, c'est de voir ce cadran ici qui est caractérisé par des profils plus favorisés d'une part, et on voit, et aussi qui recrutent à la fois plus d'étudiants issus de lycées parisiens, mais aussi plus d'étudiants issus de lycées situés à l'étranger ou dans d'autres départements, c'est-à-dire pas forcément dans le reste de l'Île-de-France. Et on voit surtout qu'en projetant à la fois les caractéristiques sociales, géographiques et la répartition hommes-femmes parmi les étudiants, on a trois institutions au recrutement très proches que sont Dauphine, les licences sélectives de Paris 1, vous voyez qu'elles se détachent du reste de Paris 1, qui est situé un petit peu plus Paris 1 ensemble, vous voyez qui est un petit peu plus en haut à gauche, et l'IEP de Paris, et vous voyez que les classes préparatoires parisiennes sont très proches aussi dans cet espace de ces trois institutions. Donc ça, c'est vraiment pour un premier aperçu, mais je vais passer la parole à Pauline pour présenter les profils des candidats qui ont accédé à ces institutions par les voies classiques. Et ensuite, je reviendrai sur les programmes égalité des chances mis en place à Sciences Po et à Dauphine. Merci Élise, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, alors il s'agit désormais de faire un zoom sur Dauphine et sur Sciences Po pour éclairer un peu le profil de nos étudiants et comprendre ce qui conduit à un profil assez particulier et qui fait d'ailleurs écho à la présentation tout à l'heure de Julien Grenet. La première chose à dire, c'est de rappeler la caractéristique principale qui est l'excellence scolaire de nos étudiants à Dauphine, avec 96% de mentions très bien et bien parmi nos entrants en première année par la voie classique, ce qui est relativement comparable à Sciences Po, qui a 97% de mentions très bien et bien. En ce qui concerne la sélectivité sociale, dans les deux cas, on a une sélectivité sociale importante avec 81% de classes supérieures et moyennes supérieures à Dauphine et 85% à Sciences Po. La légère différence qu'on peut voir entre les deux, c'est que dans le cas de Dauphine, on a un peu plus comparativement de classes supérieures, c'est-à-dire profession libérale ou chef d'entreprise, tandis qu'à Sciences Po sont plus relativement représentées ce qu'on a appelé les classes moyennes supérieures, c'est-à-dire profession intellectuelle et cadre de la fonction publique.
Le dernier point, donc pareil, on s'est intéressé comme Julien Grenet à la dimension territoriale. Ce qu'on constate, hein, et là c'est la grande différence entre Dauphine et Sciences Po, hein, c'est un ancrage extrêmement francilien pour Dauphine, avec 64% de nos étudiants entrant en première année par la voie classique qui sont franciliens, tandis que Sciences Po a 56% de ses entrants par la voie classique qui sont issus de lycées d'autres régions que l'Île-de-France. Alors, la particularité de notre étude, c'est de se pencher, grâce à des jeux complexes d'appariement faits par Élise en particulier, hein, sur les différentes étapes qui conduisent à ce profil d'inscrit. Alors là, vous pouvez voir, hein, les 4 étapes, en tout cas les 3, c'est-à-dire d'abord la constitution d'un vivier de candidats, puis l'étape de sélection, c'est-à-dire le passage des candidats aux admis. Donc là, on a 23% de taux d'admis à Dauphine. Puis ensuite, le passage des admis aux inscrits, et on a un taux de retour, c'est-à-dire ceux qui viennent effectivement s'inscrire à Dauphine parmi les admis, qui est d'environ 41%. Et ce qu'on peut voir du coup sur cette première slide, c'est que nos candidats sont déjà très globalement meilleurs que la totalité des bacheliers de l'année. Donc il y a déjà une autosélection qui conduit à ce que le vivier soit déjà scolairement plus élevé que la totalité des futurs bacheliers de l'année. On voit que nos admis sont encore plus excellents que nos candidats, puisqu'on a 87% de mentions très bien. Et ensuite, une petite réduction de la part des mentions très bien qui s'explique par ce taux de retour, hein, puisque une part non négligeable de nos admis vont faire le choix d'autres formations, et on a pu identifier, hein, que les voies d'autres formations sont principalement les EPGE, école de commerce, et l'IEP de Paris. Donc, ce qui a aussi un intérêt pour comprendre où vont les étudiants admis qui ne viennent pas à Dauphine. Du point de vue des origines sociales, alors là aussi, c'est intéressant de mettre en perspective les 4 étapes, hein, parce que ce qu'on voit, c'est effectivement que l'essentiel se joue à l'étape du vivier de candidats. Comme vous pouvez le voir, hein, donc les classes supérieures et moyennes supérieures représentent là 70% de la totalité de l'effectif, ce qui est énorme en comparaison de ce qu'on a assimilé comme la cohorte d'ensemble. Et finalement, le processus de sélection n'a pas un effet considérablement aggravant de cette sélectivité sociale. On est relativement neutre de ce point de vue-là, et d'une certaine manière, c'est même le taux de retour, l'étape de l'inscription, qui réintroduit un peu de réouverture sociale, hein, puisque la part, par exemple, des classes populaires réaugmente dans la population des inscrits. Dernier élément, la dimension géographique. Donc là, effectivement, il y a un effet de localisme lié au côté universitaire quand même de Dauphine qui peut jouer. Mais ce qu'on constate, c'est que les candidats franciliens représentent une part considérable de nos candidats, hein, un chiffre sans commune mesure avec le vivier des étudiants potentiels dans l'enseignement supérieur, et que d'une certaine manière, ce qu'on observe, c'est plutôt une part croissante des étudiants venus de lycées de province au fur et à mesure du processus de l'admission et de l'inscription. Donc, une fois qu'on voit un peu tous ces jeux sur les différentes étapes, hein, depuis la candidature jusqu'à l'inscription, un élément s'impose un peu dans la réflexion, hein, c'est de penser en termes de lycée. C'est-à-dire se dire qu'il y a certainement un effet de l'origine par le lycée. Et donc, ce qu'on a essayé d'identifier, hein, c'est la propension des lycées à obtenir des candidats et des inscrits à Dauphine. Alors, le premier chiffre important, hein, très simple mais très important, c'est que 1133 lycées, c'est-à-dire 40% de l'ensemble des lycées, n'ont tout simplement envoyé aucun candidat en 4 ans, sur la période 2014-2017. C'est-à-dire que pour ces 40% de lycées, Dauphine n'est tout simplement pas une option. En revanche, on a identifié 68 lycées qui ont envoyé en moyenne 126 candidats sur la période, c'est-à-dire plus de 30 candidats par an. Qui sont caractérisés, si on met de côté les lycées français de l'étranger, par une surreprésentation des lycées parisiens et franciliens de l'Ouest et les lycées privés. Au total,
si on veut synthétiser notre population, 35% des étudiants dauphinois entrés par la voie hors égalité des chances viennent de ces gros envoyeurs qui pourtant ne représentent que 2% de l'ensemble des lycées. 96% des étudiants viennent de 25% des lycées. Et enfin, 57% des lycées ayant envoyé au moins un candidat sur la période fournissent les 4% d'étudiants restants. Cette dimension de concentration de la provenance des étudiants dans certains lycées justifiait de réfléchir en termes de politique d'ouverture sociale, de penser par lycée. Et c'est effectivement la logique sous-jacente au programme d'égalité des chances. Donc on comprend cette façon de procéder. Et Élise va vous montrer les tenants et aboutissants de cette politique d'ouverture sociale à Sciences Po et à Dauphine. Merci Pauline. Donc, je vais présenter quelques éléments du rapport sur les programmes égalité des chances, en rappelant, même si ça a été rappelé par Julien Grenet, effectivement, que les programmes d'ouverture sociale, ils ont vu le jour dans les années 2000, suite à des travaux ayant montré la clôture sociale grandissante des formations d'élite dans un contexte de démocratisation des autres formations de l'enseignement supérieur. Alors, Sciences Po a été assez pionnière dans ces programmes d'ouverture sociale en créant en 2001 les conventions éducation prioritaire. Après, il y a plusieurs initiatives, plusieurs dispositifs qui ont été mis en place. Pour citer quelques exemples, l'ESSEC a mis en place en 2003 une prépa, une grande école, pourquoi pas moi, pour lutter contre l'autocensure et susciter des candidatures en classe préparatoire et en grande école. En 2006, il y a la classe préparatoire aux études supérieures qui a été créée au lycée Henri IV. Et en 2009, Dauphine crée le programme Égalité des chances. Donc, c'est des programmes d'ouverture sociale à la française, c'est-à-dire qu'on va cibler territorialement les élèves avec cette idée qu'on ne peut pas nécessairement, ou en tout cas dans cette année, on ne va pas cibler individuellement les élèves, on va les cibler collectivement selon les établissements dont ils sont issus et si ces établissements sont ou pas de l'éducation prioritaire, ce qui est un peu à l'opposé du modèle américain d'affirmative action où finalement les caractéristiques individuelles des étudiants sont prises en compte. Alors si on revient simplement sur le programme Égalité des chances à Dauphine et le programme des conventions éducation prioritaire de Sciences Po, on ne parlera pas du CPES, c'est des modalités de sélection des étudiants qui sont distinctes, puisque à Sciences Po, les étudiants préparent un dossier de presse qui servira de base à leur admissibilité et ensuite auront un entretien oral pour l'admission. À Dauphine, il y a des ateliers qui sont organisés dans les lycées partenaires du programme Égalité des chances pour accompagner les étudiants dans leur orientation et ensuite les candidatures sont examinées autour de la barre d'admission Boléro par une commission spéciale. Donc, c'est des programmes finalement qui ont deux principes. L'idée, c'est à la fois de jouer sur le vivier, c'est-à-dire de susciter les candidatures au niveau lycée. En même temps, c'est de donner un petit coup de pouce au moment de l'admission avec une voie d'admission distincte pour Sciences Po et une voie d'admission qui est autour de la voie d'admission classique pour Dauphine. C'est des programmes qui ont en commun de reposer sur un partenariat avec des lycées identifiés comme prioritaires. Alors, il y a 106 lycées qui sont dans les conventions éducation prioritaire à Sciences Po et 27 lycées au moment où on a fait l'étude, donc depuis en 2018 le programme s'est élargi, mais voilà, on est en 2017 et donc 27 lycées sont partenaires du programme Égalité des chances à Dauphine et c'est des lycées partenaires qui sont parfois identiques. Il y a 13 établissements qui sont à la fois, qui bénéficient à la fois d'ateliers Sciences Po et d'ateliers Dauphine. Et on verra que dans les deux cas, les profils d'étudiants qui rentrent par ces dispositifs sont moins favorisés que les étudiants entrés par les voies classiques. Donc, je vais d'abord présenter les caractéristiques des lycées qui sont ciblés par le programme Égalité des chances, puis je reviendrai sur les caractéristiques individuelles des élèves qu'on arrive à capter par ces programmes. Alors, d'abord, juste une petite carte pour montrer, alors uniquement dans le champ de l'Île-de-France, même ce qui distingue beaucoup Sciences Po et Dauphine, c'est que Sciences Po a des partenariats avec des lycées hors Île-de-France, mais quand on regarde même juste l'Île-de-France, c'est le nombre de candidats envoyés par lycée en Île-de-France à Sciences Po, c'est les points
rouges et à Dauphine, c'est les points bleus, on voit qu'il y a un éparpillement qui est plus large en Île-de-France pour Sciences Po et beaucoup plus resserré à Dauphine, dans des lycées qui sont soit situés dans l'ouest de l'Île-de-France, soit dans le nord-est de l'Île-de-France. Quand on regarde les caractéristiques sociales de ces établissements, alors là, on a représenté avec des toupies la part d'enfants de cadres supérieurs et d'enseignants dans les lycées ne faisant pas partie du programme Égalité des chances, mais envoyant des candidats à Dauphine en bleu, faisant partie du programme Égalité des chances en rose, et en vert, c'est le reste des lycées qui n'envoient pas de candidats à Dauphine et ne font pas partie du programme Égalité des chances. Donc déjà, on peut voir qu'il y a quand même une dispersion assez importante, y compris parmi les lycées qui font partie du programme Égalité des chances, puisque on a des points qui sont plutôt autour de 5% d'enfants de cadres supérieurs et enseignants, et puis des points qui sont à 50% d'enfants de cadres supérieurs et enseignants. Mais si on regarde la médiane, qui est représentée par la barre horizontale, eh bien, on voit que dans l'ensemble, les lycées qui font partie du programme Égalité des chances sont moins favorisés que les lycées envoyant des candidats à Dauphine et n'en faisant pas partie, voire que des lycées, le reste des lycées n'envoyant aucun candidat à Dauphine. Donc en ce sens, on ne rate pas vraiment notre cible par ce programme Égalité des chances. On a fait la même chose en fonction du profil scolaire des établissements, et là on voit également qu'on cible des lycées qui sont, en tout cas si on réserve par les médianes, qui ont des résultats scolaires moins élevés. Alors là on le mesure par le pourcentage de mentions au baccalauréat selon les types d'établissements, donc ils sont moins bons scolairement que les établissements classiques envoyant des candidats à Dauphine. Quand on regarde maintenant individuellement les caractéristiques des étudiants qu'on recrute par ce biais, alors en effet, on recrute, quand on regarde la part, par exemple, d'étudiants issus de classes populaires, on recrute des étudiants moins favorisés par les programmes Égalité des chances, puisque vous voyez que si on fait la moyenne, alors les pourcentages moyens entre 2014 et 2018, c'est 34% d'étudiants de classes populaires qui sont rentrés à Dauphine par le programme Égalité des chances, contre moins de 8% selon les années qui sont rentrés par la voie classique. Alors, l'autre point intéressant, c'est qu'on recrute aussi des étudiants de classe favorisés par le programme Égalité des chances, puisque 30% des étudiants de lycées défavorisés, mais eux-mêmes favorisés, rentrent à Dauphine par le programme Égalité des chances. Alors, il faut rappeler que ces programmes, ils ont été mis en place dans les lycées aussi pour que les bons élèves restent dans les établissements. Donc, c'est un effet, disons, peut-être non anticipé de ces programmes d'ouverture sociale, ou en tout cas voulu. Et donc, on recrute aussi des étudiants favorisés par ce biais, dans des proportions similaires à ce que Sciences Po recrute par les programmes, les conventions éducation prioritaire. La dernière observation sur ce tableau, c'est qu'on est sur des effectifs limités, puisqu'on a moins de 10% des effectifs qui entrent par la voie Égalité des chances à Dauphine. À Sciences Po, quand on rapporte le nombre d'étudiants entrés par les conventions éducation prioritaire par rapport à ceux qui sont entrés par le concours voie classique, je ne compte pas la voie internationale, on est à peu près 20% des effectifs, donc c'est une part plus élevée. Alors, dernière chose qu'on a faite et qui va dans le sens de ce que notre collègue Marco Oberti montre sur un panel plus large de lycées à Sciences Po, parce que nous, on est limité, on n'a que 27 établissements. Donc, et si on regarde que les établissements, on a plus de 10 inscrits entre la période 2014-2017. On a vraiment de moins en moins d'établissements. Donc, on a quand même regardé ce que ça donnait. Et on voit qu'on recrute finalement, quand on compare la composition sociale de l'établissement dont sont issus les élèves et leur catégorie sociale individuelle et qu'on les met ensemble, et bien, on recrute un profil plus favorisé que la moyenne de l'établissement par le biais des programmes d'égalité des chances. Alors, en conclusion, ce que l'on constate, c'est une sélectivité sociale et territoriale forte de l'Université Dauphine dès l'étape de la candidature. On identifie en comparant candidats admis inscrits finalement plusieurs étapes d'élimination qui pourraient éventuellement être des leviers pour agir et pour diversifier la population dauphine. Il y a l'étape de la sélection, évidemment, mais on voit que ce qui joue beaucoup aussi, et l'étape du taux de retour sur lequel finalement on n'a pas beaucoup de prise, mais l'étape de la candidature est déjà une étape très très importante avec des biais sociaux très forts. Enfin, les profils entrés par le programme Égalité des chances sont des profils moins favorisés, mais étant donné le nombre d'étudiants qui sont rentrés par cette voie, et étant donné qu'on ne cible pas uniquement des étudiants défavorisés, ça fait que les effets de ces programmes restent limités. Et dernier point, si tu peux me permettre de dire que c'est important finalement de collecter des informations, y compris sur les candidats en interne. Ça a été très compliqué pour nous de reconstituer les caractéristiques des candidats, puisque ce n'est pas des données qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'on on recueille sur les candidats de Dauphine que des informations sur les notes, et ce serait très intéressant
intéressant, mais peut-être que Parcoursup va changer ça, d'avoir des informations beaucoup plus complètes si on veut vraiment comprendre ce qui se passe dans nos recrutements, de savoir qui sont les personnes qui candidatent chez nous et pas seulement les personnes qui s'inscrivent. Ça permet de repérer toutes les étapes d'élimination. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Élise et Pauline. Vos présentations sont très complémentaires de celles de Julien. Je suis vraiment ravi de ces résultats et qui vont nous aider vraiment à réfléchir, et on voit bien la nécessité de ce séminaire à travers vos 2 présentations. Donc merci infiniment, et je donne tout de suite la parole à Élise Villery, qui est professeure d'économie et qui va faire une petite discussion, enfin petite en termes de temps, hein, je veux dire, sachant qu'on est un tout petit peu en retard. Et je demande au public, aux participants, de rester un peu plus longtemps. On a la plage jusqu'à 14h, donc si vous pouviez rester un tout petit peu plus, ça nous permettra de discuter davantage. Merci. Élise, tu as la parole. Merci Mohoub. Donc je vais essayer de ne pas dépasser les 10 minutes effectivement pour rattraper un tout petit peu le retard. Alors d'abord, pour commencer cette discussion, je voudrais souligner la qualité et les contributions de ces 2 travaux. D'abord pour dire que les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur, c'est un sujet dont on entend énormément parlé, tout le monde en parle, les journalistes, les journaux, le tout à chacun, avec de grandes publicités qui sont faites autour de toutes les initiatives des programmes d'ouverture sociale. Alors évidemment, la plus grande publicité a été faite au programme Convention et éducation prioritaire de Sciences Po, mais toutes les grandes écoles y vont de leurs articles dans les Échos, Challenge et compagnie sur les formidables programmes qu'ils mettent en place pour augmenter l'ouverture sociale dans les grandes écoles, avec un débat qui a été renouvelé récemment. Julien en a parlé avec la commission Hirsch qui a publié son rapport en décembre, et puis le président de la République récemment qui a parlé de la transformation de l'ENA notamment et les prépas talents. Donc c'est un débat qui meuble beaucoup le débat public. Mais en fait, et c'est vraiment quelque chose que je voulais souligner pour démarrer la discussion, très peu d'études sérieuses et rigoureuses avec des données de qualité sont faites. Et en fait, nous avons, à ma connaissance, les 2 plus beaux exemples d'études, et quasiment les seuls que je puisse connaître. Il y en avait des plus anciennes dans les années 90, mais vraiment récemment, les 2 études de l'équipe de Élise, de Pauline et Marco d'un côté et Julien Grenet de l'autre sont des exemples de comment est-ce qu'on peut collecter des données avec tout le mal que ça prend, hein, de collecter ces données, de les apparier, de construire des variables comparables dans le temps pour faire des séries temporelles. C'est tout à fait rare. Et donc, je tiens à souligner la qualité des statistiques qui nous sont offertes grâce à ces 2 projets de très grande qualité. Alors en plus, comme l'a dit Mohoub, ces 2 études sont très complémentaires. Dans l'étude de Julien, c'est vraiment grandes écoles versus le reste du monde, avec en fait une grande diversité de ce que sont les grandes écoles, puisqu'en fait il y a le décile le plus élevé des grandes écoles sélectives. Et on voit dans le rapport, Julien n'a pas forcément pu développer évidemment tout ce qu'il y a dans le rapport, qu'en fait sous le terme de grande école qui recouvre à peu près 250 établissements, on trouve aussi des écoles très très peu sélectives, et donc c'est intéressant, c'est très très intéressant et riche d'enseignement de comparer non seulement les grandes écoles au reste du monde, mais aussi au sein des grandes écoles. Selon le degré de sélectivité des grandes écoles, on voit des énormes disparités sur le profil scolaire et social des étudiants. Et puis, l'étude de Marco, de Élise, Pauline est tout à fait complémentaire, puisqu'en fait, elle cible des universités sélectives, notamment Paris 1 et Dauphine, enfin Paris 1 double licence et Dauphine. Et donc, on voit, et c'est très intéressant, on va dire la frontière un peu molle qu'il y a entre l'université sélective et les grandes écoles très sélectives qui en fait se ressemblent énormément. Et donc en fait la bonne frontière, elle est ni finalement entre grande école et reste du monde, puisqu'il y a une grande hétérogénéité grande école, ni entre université et grande école, puisqu'en fait dans les universités comme Dauphine et les doubles licences, on retrouve des filières extrêmement sélectives et extrêmement socialement et scolairement sélectives. Alors,
les principaux résultats, le premier résultat que je veux souligner dans tout ce que nous ont présenté Pauline, Élise et Julien, vient de l'étude de Julien sur l'extrême inégalité de chance, largement inexpliquée d'ailleurs d'après les travaux qu'ils ont menés concernant l'origine sociale. Donc je rappelle ces deux chiffres, enfin 4 en fait, qui sont très marquants. 23% de CSP très favorisés dans la population, 78% dans le top décile des grandes écoles, et inversement 36% de CSP défavorisés et seulement 5% dans le top décile des grandes écoles. Donc ça, ce sont des chiffres, je pense, qui résument l'état des lieux de l'inégalité des chances dans les filières très sélectives. Et le deuxième grand résultat, c'est concernant les programmes d'ouverture sociale, much ado about nothing, c'est-à-dire effectivement aucun changement de composition sociale dans les grandes écoles sur la période étudiée par Julien, 2006-2016, et même en zoomant sur les établis, parce qu'on pourrait se dire oui, mais parce qu'en fait Sciences Po, Dauphine font des efforts monstrueux, mais les autres ne font rien du tout, donc en fait on voit rien du tout. Mais même en zoomant sur les établissements les plus proactifs, alors j'ai fait un petit exercice à partir des chiffres que j'ai de Sciences Po, de reconstituer l'avant-après, on va dire, enfin, non pas l'avant-après temporel, mais avant-après programme CEP. C'est-à-dire, dans la première ligne, vous avez la répartition selon l'origine sociale des élèves du cycle secondaire tout court. Donc ça, c'est la population des lycéens, pardon. C'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Dans la deuxième ligne, vous avez les étudiants de Sciences Po répartis selon les CSP, hors CEP, c'est-à-dire si les CEP n'existaient pas. Donc nous aurions presque 10% de défavorisés, un peu moins de 12% d'intermédiaires et 79% de favorisés. Ça, c'est si les CEP n'existaient pas. Et maintenant, quand on ajoute les CEP, on a non plus 10, mais 11,5% de défavorisés. On est toujours à 12% d'intermédiaires. Et au lieu des 79, on passe à 76% de favorisés. Donc, il y a un petit effet. Effectivement, on voit bien une petite baisse dans le haut et une petite augmentation dans le bas. Mais effectivement, c'est extrêmement limité, alors que c'est le programme phare national. C'est-à-dire que s'il y a bien un programme d'ouverture sociale en France, c'est Sciences Po. En tout cas, en termes de presse et de médiatisation. Alors, si on fait le même exercice pour Dauphine, j'ai repris les chiffres d'Élise et de Pauline pour faire cet exercice. Sur toute la période 2014-2018. Donc, les défavorisés, c'est ce que vous appelez dans votre rapport classe populaire. Si l'égalité des chances n'existe pas, on serait à 6% sur toute cette période, hein, en sommant tous les étudiants de toutes les années. 14% pour les catégories intermédiaires. Là, j'ai sommé ce que vous appelez moyenne et commerçants artisans. Et puis favorisés, donc j'ai sommé ce que vous appelez les classes supérieures et moyennes supérieures. Ça ferait 80%. Et en ajoutant le programme égalité des chances, on passe de 6 à 8% de défavorisés. On ne change rien aux intermédiaires et donc on diminue de 2 points mécaniquement la part défavorisée de 80 à 78. Donc là, à nouveau, si Dauphine fait partie des programmes les plus ambitieux, à nouveau, on voit que ça ne change pas fondamentalement, loin de là, la donne. Alors, pourquoi ? Les premiers enseignements des études qui ont été présentés, le premier enseignement, c'est qu'en fait, toutes ces initiatives concernent très peu de lycées. Alors, Sciences Po, le premier programme, on va dire, c'est 106 lycées à l'heure actuelle. Dauphine, aujourd'hui en 2020, enfin on est en 2021, mais j'ai trouvé les chiffres de 2020, nous étions à 40. Je ne sais pas si ça a augmenté cette année ou pas, ou si ça va augmenter pour ce recrutement-là. Et puis, si on prend ceux qui viennent juste derrière, l'ESSEC, avec son programme Pourquoi pas moi, touche 15 établissements, collèges et lycées mélangés. HEC, avec son programme PASS, pareil, ils en font toute une pub. En fait, c'est 6 établissements. Donc, effectivement, ça, c'est la première raison du faible impact, c'est que en fait, il y a très peu d'établissements qui sont touchés. Et ceci est un peu mécanique. C'est-à-dire, si on compte sur les étudiants volontaires pour aller faire eux-mêmes les démarches, les étudiants et parfois aussi les enseignants, comme à Dauphine, pour aller faire les démarches de sensibilisation, ça ne peut pas être quelque chose d'extrêmement ambitieux.
Deuxième raison de cette absence d'impact, c'est que les lycées ne sont pas toujours très bien ciblés. Élise a un petit peu montré ça dans les graphiques. Elle a montré que dans certaines cibles, par exemple de Dauphine, égalité des chances, il y a des établissements qui en fait ont des caractéristiques qui ne sont pas forcément celles qui sont dans la philosophie, avec des taux de CSP favorisés ou des taux de réussite en termes de mention au bac qui sont relativement moyens, élevés par rapport à ce qu'on cible nous dans un programme d'ouverture sociale. Et puis la troisième raison, c'est que, et c'est peut-être la chose sur laquelle c'est le plus facile de faire quelque chose, c'est que ces programmes ont un ancrage, un ciblage territorial, comme l'a dit Élise, mais pas un ciblage individuel basé sur les caractéristiques de la famille. Et quand on prend les statistiques qui sont faites par Élise, Pauline, Marco, Berti, etc., on voit que 40% des admis pour les CEP sont d'origine favorisée ou très favorisée. Et pareil pour égalité des chances à Dauphine, si on cumule les deux catégories les plus élevées, on arrive à 40% également. Donc effectivement, quand on mélange un petit nombre d'établissements qui ne sont pas toujours très défavorisés et qu'en plus les élèves qui sont le plus touchés sont des élèves eux-mêmes favorisés, on comprend le faible impact de ces programmes. Alors, il y aurait donc matière à réfléchir et à essayer de modifier des choses. Premièrement, ce que nous apportent aussi ces deux études, c'est que le problème principal vient de la candidature et non pas, une fois qu'on est candidat, de l'admission. Ça, c'est très clair dans les travaux de Julien et aussi dans les travaux de Élise et Pauline, que tout se joue en amont de la candidature. Et ce qui agit sur la candidature, c'est le niveau scolaire en partie. Julien montre que c'est seulement, alors j'ai mis la moitié, mais c'est même moins que la moitié des écarts de candidature qui s'expliquent par le niveau scolaire. Donc évidemment qu'il faut agir sur le niveau scolaire, ça relève du ministère de l'Éducation de le faire, mais ce n'est pas tous les écarts. Il y a aussi des freins culturels et psychologiques, donc ce qu'on appelle l'autocensure, qui vient d'un manque de confiance en soi, un manque de sentiment de capacité pour les études supérieures, alors même que les élèves ont le même niveau scolaire. Quand on les interroge, ils se sentent moins capables d'aller dans le supérieur pour des raisons de biais sur l'estime de soi et de biais sur les chances de réussite future liées aux stéréotypes sociaux. Il y a des problèmes d'information. On a constaté que les élèves à niveau égal avaient des degrés d'information sur les études supérieures très différents et les programmes qui sont menés dans les collèges et les lycées ne sont pas du tout suffisants pour régler ces problèmes d'information. Et il y a enfin, Julien l'a dit, les barrières financières et géographiques. Et donc là, il faut effectivement augmenter des politiques comme par exemple le RSA jeune, rehausser les niveaux de bourse, etc. Alors tous ces facteurs-là, ce ne sont pas Dauphine qui peut les régler, ce ne sont pas Sciences Po qui peuvent les régler, ce sont effectivement des politiques nationales qui peuvent essayer d'agir sur ces facteurs. Alors je vais passer ce que je voulais vous montrer pour aller à la conclusion. Donc, agir pour l'égalité des chances, pour reprendre le titre de ce séminaire. En amont, comme je viens de le dire, il faut agir essentiellement sur les degrés d'information et le sentiment de capacité des élèves, qui est très biaisé en fonction des stéréotypes. Et pour ça, on ne peut pas se contenter, et c'est clair dans les travaux qui viennent de nous être présentés, on ne peut pas se contenter d'initiatives locales, c'est-à-dire d'initiatives qui viennent des universités ou des grands établissements, des grandes écoles, parce qu'à chaque fois, ça va concerner un tout petit peu d'étudiants dans un tout petit peu de lycées. Donc là, je crois que ça ne veut pas dire que Dauphine doit se désengager de cette action, mais je pense qu'il faut, on va dire, militer pour une action beaucoup plus uniforme, intense au niveau national, avec une force de frappe massive. On ne peut pas se contenter d'avoir… En tout cas, ce qu'il ne faut pas se dire, c'est bon, voilà, nous, on joue le jeu, on envoie quelques étudiants dans quelques établissements et puis ça y est, le boulot est fait. Loin de là, il y a un énorme problème sur en amont les candidatures et ce problème-là, il doit, à mon avis, d'après les travaux qui ont été présentés, doit être réglé par une politique massive, coordonnée, uniformisée au niveau national. Alors, il y a des associations comme Article 1 qui essayent d'avoir des forces de frappe beaucoup plus grandes avec des milliers d'étudiants qui sont touchés. Mais si ça pouvait être pris en charge par l'éducation nationale en tant que telle, ce serait encore mieux.
Et puis alors, au moment des candidatures, et c'est là que, en tant qu'université sélective, on peut faire quelque chose, si on veut accroître vraiment la proportion massivement de candidats, d'admis, pardon, et peut-être jouer sur des questions de bonification de quotas. Donc ça, c'est une question aussi que j'ouvre à la discussion. Avec, pour ma part, une préférence pour la bonification qui est plus continue, moins saillante aussi peut-être pour les élèves que les quotas, et qui peut être vraiment faite dans un esprit égalité des chances. Donc la façon dont on peut voir une bonification raisonnable et juste, je dirais, ce serait de, par exemple, régresser les scores du baccalauréat sur des variables de catégorie sociale. On peut en mettre autant qu'on en veut, c'est pour ça que c'est plus continu que des quotas. On utilise les coefficients de cette régression qui finalement nous disent, voilà, quand on est né dans une famille de telle ou telle catégorie sociale, voilà l'écart de réussite au baccalauréat, et ce qui passe évidemment par tous les effets, on va dire, directs et indirects d'être né dans cette famille. Et on pourrait utiliser ces coefficients de régression pour définir le montant, le niveau des bonus, avec finalement une vision vraiment égalité des chances, en se disant, voilà, si un élève est né dans telle famille, voilà les écarts de points qu'il a au baccalauréat, ce qui finalement mesure exactement les inégalités d'opportunités entre des catégories sociales. Et je veux finir là-dessus. Je pense que c'est pas de la charité, c'est pas de dire, voilà, moi je suis super sympa avec les gens défavorisés, je te donne un bonus. En fait, tu mérites ce bonus. C'est un bonus qui reflète, on va dire que deux élèves qui ont le même potentiel académique, ce bonus reflète l'écart de points qu'il obtient du fait d'être né dans telle ou telle famille. Donc en fait, le vrai niveau de compétence d'un élève, c'est un niveau de compétence une fois qu'on a redresser ses notes par cet effet famille, puisque si l'élève favorisé était né dans la famille défavorisée, à compétence égale, il aurait également le même nombre de points en moins. Donc je pense qu'il faut réinterroger vraiment la notion de mérite et d'excellence, et de comment on mesure l'excellence, en corrigeant pour les effets de circonstances, et que c'est un peu une nouvelle façon d'approcher le vrai niveau d'un élève. Voilà, je lance ça pour la discussion, justement. Merci beaucoup, Élise. Vraiment merci. Et bon, on a débordé, mais je suis content d'avoir débordé parce que là, on a vraiment en plus une discussion qui est une contribution, hein, vraiment une contribution avec la comparaison des deux études. On a 3 belles contributions. Merci, Élise. Merci, Julien. Merci, Pauline et Élise. Et je ne vais pas vous donner la parole en tant qu'auteur parce que vous n'avez pas eu de questionnement, mais vous avez plutôt une synthèse et une mise en perspective de 3 résultats au moins, hein. Il y en a plein, mais moi je retiens que les problèmes se posent au niveau des candidatures, que le problème se pose au niveau individuel, on ne vise pas si les individus et trop les groupes, et puis que le problème n'est pas purement local, ne doit pas rester local, mais qu'il doit vraiment être au niveau national au moins. Voilà. Et entre autres super résultats, vraiment bravo pour ces 2 études et bravo et merci pour la discussion. Alors, sans plus tarder, je donne la parole maintenant à une première réaction dans le petit panel que j'ai invité, qui est, d'abord, je voudrais donner la parole à Patrice Corr, qui est l'ancien proviseur d'Henri IV et qui a beaucoup œuvré pour ces programmes, l'égalité des chances et PES, et qui est chargé de mission égalité des chances pour PSL. Patrice Corr, vous avez la parole pour réagir. On ne vous entend pas, par contre, il faut que vous mettiez votre micro. On ne vous entend toujours pas. Il n'y a que moi qui ne vous entends pas ou c'est le cas pour... nous ne vous entendons pas, Patrice Corr. Bon. Écoutez, on ne vous entend pas. Alors, en attendant que vous vous connectiez, je donne la parole à Isabelle Catteau, qui a été aussi précurseur de CPES en particulier, à PSL, mais pas seulement, et qui a l'expérience dans ces domaines. Isabelle Catteau, qui est
Merci beaucoup, Oub. Et évidemment, Patrice pourra compléter. Vous m'entendez bien là, pourra compléter sur un certain nombre de points, puisqu'il a été aussi un acteur de premier plan. Je voudrais notamment réagir sur, on a déjà discuté avec Élise et avec Pauline en comparant les systèmes de sélection à Sciences Po, à Dauphine, et avec ce qu'on a fait pendant plusieurs années au CPES, dont l'objectif était dès le départ d'avoir une volonté de 50% d'étudiants boursiers. Et on a un taux de sélection extrêmement important, puisqu'en fait, il y a 4% de taux de sélection. Donc, c'est une filière extrêmement sélective. Évidemment, c'est un petit vivier, donc ça fait des chiffres qui sont beaucoup moins importants que ce que peuvent démontrer des études de plus vastes. Alors, on a eu une politique on a eu les mêmes observations que ce que vous avez pu faire, c'est-à-dire que, par exemple, évidemment, le critère des boursiers pour avoir la diversité sociale n'est pas un critère qui est suffisant parce qu'il est biaisé, en tout cas pour ce qui concerne les boursiers du supérieur. Si on regarde les boursiers du secondaire, comme le critère de boursier du secondaire n'est basé que sur les revenus des parents et la composition de la famille, ça reflète plus une situation familiale que les taux de bourse du supérieur. Le programme Égalité des chances, qui a été lancé d'ailleurs par Patrice Corr, avait eu cette volonté d'aller vraiment chercher des boursiers du secondaire, et ça a eu un effet aussi sur la catégorie socio-professionnelle des parents. Alors bien évidemment, quand on recrute des étudiants, on n'a pas la catégorie sociale socio-professionnelle des parents, donc on l'a uniquement a posteriori. Nous avions été surpris du fait que malgré des scores, des pourcentages de boursiers très élevés, puisqu'on est toujours entre 40 et 50% d'étudiants boursiers, les catégories socio-professionnelles des parents soient considérées comme très favorisées. Et là, c'est une question que je vous pose, moi j'ai été assez étonnée que les enseignants fassent partie des catégories sociales très favorisées, c'est-à-dire je pense qu'il y a un décrochage des revenus des enseignants, et je n'ai pas l'impression qu'il y ait un accès facilité à l'enseignement supérieur des enseignants, notamment du primaire et du secondaire. Voilà, ça c'est une question que je pose. Donc, ce que nous avons fait aussi, c'est nos critères de sélection visaient les têtes de classe partout en France. Donc, c'est un critère assez différent. Donc, j'ai retrouvé les chiffres en fait sur les recrutements entre 2017 et 2019. On a recruté, c'est 450 étudiants. Donc en L1, et sur ces 450 étudiants, on avait des étudiants en métropole qui venaient de 255 lycées différents. On avait des étudiants qui venaient pour plus de la moitié en dehors de l'Île-de-France, parce qu'il y avait vraiment cette volonté d'avoir des têtes de classe partout en France, indépendamment de l'endroit dans des lycées vraiment extrêmement répartis. Ça permet de mieux cibler la diversité géographique. Et notre autre critère de recrutement qui diffère aussi de ce qui peut se faire à Dauphine ou à Sciences Po, c'est que les scores des étudiants étaient plutôt… L'écho, je pense, qui vient de Patrice Corr, qui a 2 sessions ouvertes, en fait. Et le micro. Je n'en garde plus qu'une. Et nous avions un système de recrutement sur les notes, non pas sur les notes, pardon, mais sur les classements dans la classe. Et ça a un effet assez visible sur différents aspects. D'une part, ça permet de favoriser cette diversité des lycées, parce que quand on prend que les têtes de classe, on ne prend pas beaucoup d'étudiants des mêmes lycées, donc on n'a pas des surreprésentations de lycées. Ça a un effet sur la typologie des lycées aussi. Quand on prend sur les rangs plutôt que sur les notes, on a moins de lycées privés. Je vais dire quelque chose qui n'est pas très politiquement correct, mais que l'on a pu observer à notre petite échelle. Donc on a une représentation des lycées qui est quand même assez différente. Je vais de te couper, Isabelle. Oui, bien sûr. Voilà, c'était 2 constats, c'est constat. Oui. Merci beaucoup. Merci pour tes questions et ces témoignages qui sont en plus très en écho avec les 2 études. Alors, on a récupéré Patrice Corr. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, excusez-moi, mais avec mon ordinateur, ça ne marchait pas. Je le fais maintenant avec mon téléphone. Voilà. Bon, très bien. Bon, bonjour à tous. Je me présente très rapidement pour bien situer les choses. Donc, je n'ai pas écrit d'études,
mais les études que j'ai entendues sont très intéressantes et j'aurai un certain nombre d'objections à faire sur certains points. Par contre, j'ai été un praticien, voilà, et je continue à l'être. J'étais donc proviseur du lycée Henri IV pendant 17 ans. J'ai mis en place toute une politique d'ouverture de l'établissement, ouverture sociale et géographique. Et avec la création de la CPES en 2006 et en poussant l'établissement à adhérer au projet qui était mis en place avec PSL pour créer le CPES, qui est l'héritier de qui a récupéré aussi tout le savoir-faire que nous avions développé avec la CPES. Et j'ai mis en place des cordées de la réussite dès 2008, une pour l'enseignement supérieur, puis une aussi qui continue, les deux continuent, bien sûr, mais la deuxième a été créée pour le second cycle. Et le lycée est jumelé avec 29 collèges de réseau d'éducation prioritaire. Seul bilan, c'est qu'à Henri IV, il y avait 8% d'élèves boursiers dans les classes préparatoires en 2005. Aujourd'hui, c'est entre 25 et 30%, et c'est le cas depuis 10 ans. Alors, certes, on peut critiquer le critère boursier, mais il y a quand même eu une évolution sensible. D'autre part, dans le second cycle, la part des élèves venant de réseaux d'éducation prioritaire est passée de 3-4% à 20% actuellement dans les promotions de l'établissement. Bon, ceci pour rappeler historiquement un certain nombre de choses. Alors, pour tout ce que j'ai entendu, je voudrais faire les réflexions suivantes. Donc, actuellement, je suis chargé de mission égalité des chances pour le CPES de PSL Henri IV et également chargé de mission nationale sur les cordées de la réussite. Donc, j'ai un regard plus ciblé géographiquement et un regard deux regards géographiques soit très centrés sur PSL Henri IV, soit même maintenant élargi au niveau du territoire national. Alors, dans ce qui a été dit, à partir de ce qui a été dit, je voudrais réagir sur quelques points. Le premier, c'est qu'on se focalise pour l'égalité des chances sur la pointe de la pyramide, les grandes écoles et les universités les plus sélectives. L'égalité des chances doit être appréhendée beaucoup plus largement et je pense que ce que je dis là doit avoir l'approbation de l'ensemble des participants. L'égalité des chances, ça se travaille dès l'origine, et ce qui a été dit est fort juste, lorsqu'on arrive en terminale, une partie des jeux, malheureusement, sont faits. Et il y a des écarts considérables qui se sont creusés avant, et sans être le représentant très officiel des ministères, je dois quand même souligner qu'il y a eu des dispositions prises pour réduire les écarts dès le début, avec des mesures concernant les toutes petites, la petite enfance, le préscolaire et le début de l'apprentissage de la lecture. Donc, les effets ne pourront être constatés que plus tard. Il y a par contre dans les études qui viennent d'être présentées quelque chose qui m'interpelle. Vous parlez de résultats scolaires à résultats scolaires égal, etc. Comme si vous considériez a priori que les résultats au brevet, par exemple, sont les mêmes, représentent exactement le même niveau, quel que soit l'établissement. Ce type d'examen se passe en contrôle continu et il ne faut pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont et d'être un peu iconoclaste et de déranger. Il n'y a pas une mention très bien au brevet dans le collège truc et dans le collège machin, c'est pas la même chose. Et je peux vous dire d'expérience que lorsqu'on recrute de très bons élèves venant de différents collèges, Henri IV par exemple recrute sur 130 collèges différents en seconde, on voit au départ que
les mêmes notes ne recouvrent pas les mêmes réalités. Donc, je pense, et c'est toute la difficulté après, lorsque vous faites un recrutement post-bac, c'est que vous, partant sur des notes, il faut savoir que les notes ne recouvrent pas forcément, ne recouvrent certainement pas partout les mêmes réalités. Pour cela, je pense qu'il faut en avoir conscience. Alors maintenant, comment, pour ce qui concerne les grandes écoles, il y a eu des progrès, quoi qu'on dise, mais pas sur les écoles les plus sélectives, certainement. Et c'est là il faut avoir une action forte. Mais on ne pourra avoir une action forte que si on travaille en amont, s'il y a un travail global. Alors, je suis actuellement donc chargé de mission cordée de la réussite. Cette politique publique est destinée à cela. Les cordées de la réussite doivent concerner tous les établissements de tous les territoires. Et un déploiement, une impulsion nouvelle a été lancée pour en déployer les effets sur l'ensemble du territoire avec beaucoup plus d'élèves concernés. Les cibles des cordées de la réussite ce ne sont pas seulement les filières d'excellence, mais toutes les filières. Car les filières d'excellence ne concerneront toujours qu'une minorité d'élèves, pas des filières d'excellence type grande école. Patrice, je vais être obligé de vous demander. Je pense qu'on ne pourra diversifier le recrutement des grandes écoles que s'il y a un effort d'ensemble pour diversifier et qualifier mieux l'ensemble des élèves. Merci. Donc, Merci. le travail en amont. La deuxième chose, Patrice, il faut se méfier. Excusez-moi. Je termine. Se Excusez-moi. méfier des fausses bonnes idées. J'entends parler de discrimination positive, tenir compte du niveau, enfin, de donner des bonus sociaux, etc. C'est la pire des choses. On va catégoriser, stigmatiser une partie de la population. On ne fera pas avancer les choses. Cela a été fait dans d'autres pays comme aux États-Unis. Ça a posé un certain nombre de problèmes. Il ne faut pas dire que ça a été l'idéal. Voilà. Merci. Et cela, donc, c'est le travail en amont. Et une fois qu'on a aussi recruté des jeunes, il faut penser à les accompagner pendant leurs études, mais pas seulement financièrement, mais aussi en méthode de travail par du développement du tutorat. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je pense que j'ai dépassé mon temps. Oui, merci beaucoup, Patrice. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, mais c'était très bien d'avoir confronté ces travaux de recherche et leurs résultats avec la pratique. Et c'était ça l'idée d'agir, hein, des raisons d'agir. Voilà. Voilà. Et donc, je passe la parole à Julien qui voulait juste réagir sur votre question. Oui, non, mais je voulais préciser plusieurs choses, enfin juste très vite, hein, mais sur le brevet, on n'utilise pas du tout le contrôle continu, on utilise exclusivement les notes aux épreuves finales de français et de mathématiques qui sont communes, donc qui seront corrigées de façon anonyme. Alors évidemment, ça ne corrige pas tous les biais, mais enfin, ça règle une partie. Donc on essaie quand même d'avoir des choses comparables. Évidemment, idéalement, vous voudrez utiliser les évaluations de compétences qui sont aujourd'hui faites par le ministère, qui n'étaient pas encore disponibles malheureusement en 2005. Donc on s'appuie sur ce qu'on a, mais on essaie quand même de tenir compte de ça. Sur la discrimination positive, je pense quand même que, enfin, moi je rejoins ce que dit Élise sur le mérite, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi le mérite ? Si je suis parisien, un homme parisien de CSP+, né dans le 5e, et je suis, voilà, est-ce que par rapport à une jeune femme de Livry-Gargan, est-ce qu'on peut considérer que les niveaux scolaires on va être aussi méritants si on est à 15 de moyenne en terminale, sachant que la bonification dont on parle, c'est quelque chose de relativement continu, c'est quelque chose de relativement qui ne se voit pas tellement et qui n'est pas qui est utilisé pas seulement aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'était fondé sur le critère ethnique, mais dans certains pays, le critère social est utilisé, que ce soit au Brésil, que ce soit en Inde, en Espagne, en Belgique. Donc c'est quelque chose qui se pratique
et qui n'a pas suscité forcément une levée de bouclier. D'ailleurs, qui se pratique en France pour les admissions au lycée à Paris depuis 2008. Il y a la procédure à fenêtre, on a un bonus boursier qui existe, qui a considérablement changé la composition sociale des lycées parisiens et qui n'a pas, évidemment, qui existe toujours et qui n'a pas suscité de difficultés particulières. Donc je pense qu'on a là un levier puissant, sous-exploité, qui pourrait être utilisé dans le supérieur. Merci beaucoup. C'est bien d'ouvrir la discussion sur ce point-là en particulier, parce qu'il ne faut rien s'interdire, en particulier les résultats sont intéressants de ce point de vue-là. Alors, j'ai une demande d'intervention de Eric Agrikolinski, qui est en charge, vice-président RSU de Dauphine, et qui ces questions. Très bref, s'il te plaît, Eric. C'est quelques remarques et quelques questions adressées aux intervenants que je remercie vraiment pour la clarté de leurs interventions. C'était vraiment absolument passionnant. On a un tableau très, très cru de la situation de l'enseignement supérieur français des grandes écoles du point de vue de la sélection sociale. Je voudrais dire que, rappeler, tout le monde le sait, c'est évident, mais c'est pas du tout nouveau. Hein. Les premiers constats de ça, c'est quand même les années 60, c'est Les Héritiers, l'ouvrage de Bourdieu et Passeron. Tout ça pour dire qu'on doit percevoir la puissance des mécanismes qui concourent à cette stabilité, puisque depuis 1964, on connaît ces logiques de sélection sociale et que les différentes politiques qui ont été tentées, nationales ou locales, surtout locales ces dernières années, arrivent à très peu faire bouger cette réalité. Donc c'est très impressionnant dans cette stabilité, dans la puissance des mécanismes qui sont là. Alors il faudra sans doute aller voir du côté de l'enseignement secondaire, des classes préparatoires aux grandes écoles, évidemment, on l'a dit, mais c'est un peu hors de notre scope. S'agissant de l'action à Dauphine, le programme égalité des chances, alors j'étais très impressionné par le résultat qu'a dégagé Élise Huillery, c'est plus 2% de classes défavorisées grâce au programme égalité des chances. Alors c'est pas beaucoup, surtout comparé au coût sans doute du programme, c'est très peu. En même temps, ça représente 80 personnes à peu près. Après tout, offrir cette opportunité à 80 personnes, pourquoi pas? Il me semble qu'il faut vraiment aussi réfléchir, pas forcément en termes quantitatifs, mais qualitatifs, à une réserve près, qui est qu'on a beaucoup de données sur la sélection à l'entrée. On a très peu d'éléments sur ce que deviennent ces étudiants, et notamment ces 80-là des classes populaires, ensuite dans Dauphine. C'est le grand désert du point de vue de l'information. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une licence? Est-ce qu'ils terminent avec des masters, avec des mentions très bien dans les filières les plus prestigieuses? Alors là, ça serait formidable. Évidemment, il faut continuer à soutenir ce type d'action. Est-ce vraiment le cas? Je pense qu'il faut qu'on le documente très, très rapidement et qu'on puisse se donner les moyens de mieux faire. On va le faire, et en particulier en demandant aux spécialistes de faire un travail d'évaluation. Alors j'avais juste une question pour le coup sur les bonifications. Je trouve que c'est une idée intéressante. Je me pose simplement la question des critères sur lesquels la robustesse des critères qui tiennent à la position sociale et à l'origine sociale. C'est-à-dire la CSP telle qu'elle est transmise, alors peut-être dans Parcoursup, ce sont des données anciennes qui ont été données par les parents au lycée. Alors bon, il faudrait le vérifier. On sait bien que la position sociale n'est pas résumée à la CSP, qui est même une mauvaise agrégation de ça. Il y a du capital culturel, il y a du capital économique avec du salaire, du patrimoine. Pour bien faire ce travail de bonification pour les plus défavorisés, il faudrait pouvoir décomposer en fonction de ces variables. Est-ce qu'on en a les moyens? C'est une question que je me pose. Si on en a les moyens, je trouve que c'est une voie qu'il faudrait très sérieusement explorer. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. On voit que ça donne vraiment lieu à des discussions, à des questionnements précis. Élise Tenré, qui va peut-être répondre aussi. Oui, merci. Je voulais juste réagir d'abord à une des conclusions d'Élise qui disait que finalement, c'était pas à nous de faire quelque chose. Enfin, je force un peu le trait, mais qu'en gros, comme tout au niveau de la candidature, qu'on n'avait pas de levier d'action. Je pense quand même que il y a quelque chose à faire au niveau de l'admission, parce qu'on voit qu'on a des processus qui sont assez conservateurs finalement. On a la même population des admis qui est calée à peu près sur celle des candidats. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont au niveau de la candidature, mais c'est une question, est-ce qu'on veut que la population des admis soit la même que celle des candidats ou pas? Voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait se demander, et on peut peut-être même essayer de diversifier à ce niveau-là, même si c'est très compliqué de changer les processus d'admission. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec la remarque d'Éric. Il faut qu'on sache maintenant un peu plus. Là, on est sur la sélection, donc vraiment sur l'entrée dans les institutions. Et effectivement, on ne voit qu'un tout petit morceau de l'histoire, et il s'est passé plein de choses en amont. Mais c'est important maintenant de pouvoir suivre des cohortes et de voir à plus long terme les effets de ces dispositifs, ce qu'on n'a pour l'instant pas du tout fait. On s'est vraiment intéressé uniquement à l'étape de la sélection. Merci. On va vous donner les moyens d'agir sur ces questions-là. Oui.
Alors, attendez, j'ai une réponse de Pauline. Pauline Barraud de l'AGRI. Pauline, tu n'as pas ton micro. Voilà, j'ai la parole? Oui, vas-y, tu as la parole. Pardon, j'avais coupé le son, donc je ne vous entendais plus me donner la parole. Non, je vais dans le sens d'Élise pour confirmer l'idée que notre neutralité actuelle sur la population des candidats au processus d'admission ne nous exonère pas de responsabilité. Mais ce que disait d'ailleurs aussi Élise avec sa proposition de bonification, Élise Huillery. Je tenais quand même à remettre sur la table l'expérience proposée par Isabelle Catteau de tenir compte de la place dans la classe des étudiants candidats. Je pense que voilà, l'option de la bonification est intéressante, mais l'idée aussi de considérer que les têtes de classe, quel que soit l'établissement, ont peut-être plus de mérite, ou en tout cas plus leur place à Dauphine que les queues de classe, y compris dans des établissements excellents, c'est une question qui doit être débattue, qui est un enjeu de justice sociale compliqué, mais qui me semble assez intéressante et peut-être à creuser. Merci Pauline, merci beaucoup. Alors, il ne nous reste plus de temps du tout, on a tout épuisé, on voit comment c'est passionnant et il nous aurait fallu plus de temps, mais on aura pris 2 heures, presque 2 heures. Et je propose que Florence Jolin restitue les questions posées dans le chat et que les auteurs, les intervenants puissent y répondre dans les 5 minutes qui nous restent. Ça va être un peu frustrant, mais c'est pas grave, on continuera la discussion dans d'autres sessions. Florence? Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, le public salue la qualité des interventions et d'ailleurs souhaite, si on le peut, avec l'autorisation des auteurs, qu'on puisse partager les présentations qui ont été faites aujourd'hui. Quelques questions plus particulièrement relatives à la présentation de Julien Grenet. Une première question concernant les facteurs de différence d'accès aux grandes écoles qui ont été évoqués durant cette présentation. Vous dites que ces choix peuvent s'expliquer par justement les choix qui sont faits en fonction de la catégorie ou du genre des étudiants concernés. Est-ce que, nous demande cette première question, est-ce qu'on peut écarter le fait qu'il y ait des formes de discrimination également par rapport à l'accès de ces personnes aux grandes écoles, notamment vis-à-vis de l'origine de leur lycée, etc. Je vais répondre très vite. C'est dit, les données, là, on regarde juste les trajectoires, mais effectivement, il y a un point très intéressant, c'est les données à admission post-bac Parcoursup qui permettent justement d'avoir les deux parties, la demande et l'offre d'une certaine manière, les candidatures et la manière dont elles sont traitées, qui sont mesurées par les classements. Et on a fait une étude comme ça sur le recrutement des classes préparatoires et on observe que finalement, effectivement, ça confirme, c'est essentiellement dans les candidatures que se détermine cette différenciation, mais il y a une petite forme de discrimination qui existe, qui est la discrimination géographique, et qui est que les classes préparatoires ont tendance à avantager à niveau égal les élèves, mais pour des raisons qu'on comprend, qui sont issus des lycées réputés ou des lycées ou du même lycée où est implantée la classe préparatoire, pour des raisons aussi rationnelles qui sont qu'il y a moins de risques, on connaît mieux les élèves, et ça joue aussi dans le recrutement. Mais en point de vue social, on n'a pas vu tellement de genre de discrimination négative. Merci Julien. Autre question? Autre question, ou plutôt une remarque. Une personne s'interroge sur le fait de savoir s'il ne serait pas intéressant de pouvoir mesurer, je cite, les rendements sur le marché du travail liés à l'accès à ces écoles pour les élèves en fonction de leur catégorie socio-professionnelle et de leur genre. Voilà. Et peut-être une dernière question, puis on donnera la parole aux auteurs pour réagir. Et on a une question qui concerne peut-être plus la présentation d'Élise Tenray sur est-ce qu'on a pu observer un impact de l'entrée sur Parcoursup vis-à-vis de votre étude. Voilà, merci. Alors Élise et pour cette réponse, pour cette dernière question, et Julien pour la précédente. Alors, on aimerait beaucoup poursuivre avec les données Parcoursup. Pour l'instant, on n'a pas encore travaillé sur cette question. C'est trop récent.
Merci, Julien. Sur les rendements, c'est évidemment l'objectif, l'horizon. En France, on a pris énormément de retard dans l'appariement entre données éducatives et données du marché du travail. On a des données extraordinairement riches. On a l'exhaustif des salaires, on a l'exhaustif des parcours éducatifs, mais on ne peut pas encore les mettre ensemble. Mais c'est en chantier et il y a des projets pilotes en ce moment qui ont cet objectif. Donc, on sera capable bientôt, à l'horizon de quelques années, je pense, de mesurer les rendements du fait d'avoir fait des grandes écoles ou pas, selon l'origine sociale, pour les élèves, et effectivement de mesurer l'impact sur les inégalités de revenus, ce qui sont évidemment l'horizon qu'on a en tête. Bien. Écoutez, on va clore ce séminaire. Je vous remercie beaucoup. Merci Julien. Merci Élise et Pauline. Merci Élise pour la discussion, pour la contribution même. Merci aux intervenants dans le débat. Je sais qu'ils sont un tout petit peu frustrés quand ils sont, je pense à Patrice qui a beaucoup travaillé sur ces questions, mais c'était bien aussi de se confronter. Je pense aussi à tous ceux qui sont en charge de la formation, la vie étudiante à Dauphine et à PSL qui auraient pu aussi intervenir. Mais voilà, c'était l'occasion de discuter à partir de travaux précis. Je rappelle que je vais demander une évaluation scientifique de notre programme d'égalité des chances aux auteurs, à certains de ces auteurs qui sont là, dont les deux Élise et Pauline, pour qu'on comprenne mieux ce qui se passe à Dauphine, justement, mais peut-être aussi à PSL, avec la CPES, pourquoi pas. Je pense que la discussion sera diffusée également sur les réseaux sociaux, si vous l'autorisez, et 4 pages du séminaire fera le point sur ce séminaire et sa discussion. Et le replay sera disponible. Et le replay sera disponible sur le site de Dauphine. Et sur notre ENT. Et sur notre... Je suis un perroquet, là, je répète ce que dit Florence. Sur notre intranet. Sur notre intranet, voilà. Merci vraiment beaucoup pour votre présence. Merci d'avoir joué le jeu et à très bientôt. Septembre, prochaine session du séminaire Agir sur le changement climatique. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup, au revoir.